Bonjour à tous et à toutes pour cette journée de séminaire sur la toile consacrée à la coopération et au développement en Afrique avec cette question « Et si on pensait autrement ?» Voilà, alors bienvenue dans ce studio à la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour la première de ces 3 tables rondes consacrées donc à la coopération au développement en Afrique. Je suis donc Christophe Lucet, journaliste à la rédaction de Sud-Ouest et donc chargé de modérer ce premier échange. Je précise tout de suite que cette opération à laquelle vous assistez donc bénéficie de l'appui de nombreux partenaires, celui de la région Nouvelle-Aquitaine, celui de l'Institut des Afriques, les Afriques dans le monde associé à Sciences Po Bordeaux, l'Institut français d'aide internationale et du développement, l'IFAID, l'association Médias et Démocratie, le tout avec le soutien de 3 médias, donc Radio France Internationale, Le Monde et donc Sud-Ouest, le journal auquel j'appartiens en tant que journaliste chargé de la rubrique étranger et des éditoriaux. Alors, le premier volet de cette journée donc, est consacré au modèle de développement et de coopération. Avec cette question, est-ce que l'on peut co-construire les modèles de développement ? Autrement dit, quels rapports peuvent être établis, nouveaux rapports entre les bailleurs de fonds et ceux qui les reçoivent, comment bâtir des projets de manière coopérative, horizontale et j'allais dire équitable. Comment aller vers plus d'efficacité, plus de transparence, aussi plus de participation de tous les acteurs. Pour y répondre, nous avons 3 invités. Alors, la première, donc Virginie Troy. Bonjour Virginie. Vous êtes directrice générale de la Fondation Croix-Rouge pour la recherche. Vous êtes doctorante en relations internationales au CERI, donc Centre de recherche de Sciences Po et du CNRS. Et puis, vous êtes aussi membre d'une revue qui s'appelle Alternative Humanitaire et d'une revue anglo-saxonne, l'International Association of Humanitarian Studies. Bonjour également donc à Kako Nubuko. Bonjour Kako. Vous êtes donc bonjour à vous. Vous nous avez rejoint à Bordeaux depuis Lomé, la capitale du Togo. Donc vous êtes un économiste togolais. Vous êtes l'un des doyens de cette université africaine. Et donc vous allez nous apporter une approche africaine, évidemment fort précieuse et même centrale dans ce débat. Et puis donc un autre économiste. Vous êtes 2 économistes, un économiste français, donc Éric Baird, économiste bordelais. Bonjour Éric Baird, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bordeaux. Vous enseignez la macroéconomie et l'économie du développement. Et vous vous êtes notamment beaucoup penché sur la question de la dette au sens large. Dette, évidemment, c'est un sujet qui concerne largement l'Afrique. Alors, première question à vous 3, et peut-être vais-je me tourner vers Virginie Troy, la première, que vous êtes l'humanitaire de l'équipe. L'aide au développement, c'est aussi beaucoup de l'aide humanitaire. Alors, il y a aide humanitaire et aide au développement, je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire tout de suite si ces 2 aides, l'aide au développement et l'aide humanitaire, sont rivales, complémentaires, si elles s'ajoutent l'une à l'autre, et qu'est-ce qu'elles représentent toutes les 2 dans cette aide apportée à l'Afrique en tant que continent? Je vous remercie beaucoup. Je voulais remercier les organisateurs. Ça va être difficile de préserver des espaces de débat. Je pense que c'est essentiel. Et voilà, ce qui est fait aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on continue de discuter en direct de ces sujets. Bon, alors c'est vrai, penser autrement l'aide de manière générale en Afrique. Aujourd'hui, finalement, penser autrement, ça on le fait depuis longtemps. Bon, il y a de nombreux auteurs. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un ouvrage qui paraît. On peut se rappeler de l'ouvrage aussi de Dampisa Moyo sur l'aide fatale il y a quelques années. Donc, je pense ça va être le moment maintenant d'écouter autrement et d'organiser cette écoute. Pour cela, il faut bien comprendre comment les secteurs fonctionnent. C'est vrai que l'aide humanitaire n'est pas l'aide au développement, même si maintenant on arrive à un dispositif qui est en interdépendance totale. Pour vous donner une petite idée, un petit cadrage en économie politique, sur les chiffres, l'aide au développement, si on prend
les pays membres du comité d'aide au développement de l'OCDE, c'est environ en 2017 146 milliards de dollars. S'y rajoutent des pays qui ne sont pas membres de l'OCDE et qui aussi donnent, qui sont les nouveaux donateurs, qui représentent environ 17 milliards. Alors bien sûr, tout ça est à nuancer puisque vous avez aujourd'hui sur tout ce qui est les transferts d'argent des diasporas, ça va représenter une somme beaucoup plus importante puisqu'on va parler de 400 milliards de dollars. L'aide au développement, c'est une multiplicité d'acteurs. Vous avez les ONG, le secteur privé, des petites initiatives. Vous avez aussi les financements publics, des financements locaux avec l'aide décentralisée. Alors, où est-ce qu'on place l'aide humanitaire dans ce contexte-là? Alors déjà, c'est pas facile de mesurer l'aide humanitaire, donc il y a un vrai sujet aussi. Le State of the Humanitarian System, qui est une revue qui essaye de le faire, pèse l'aide humanitaire environ à 25 milliards si on prend les financements internationaux. Donc vous avez finalement un secteur humanitaire qui n'a jamais été aussi bien doté, mais un secteur humanitaire qui n'a jamais eu autant de besoins. Donc l'écart se creuse entre les besoins et les financements. Sur l'aide humanitaire, mes collègues vont parler sur l'aide au développement, mais sur l'aide humanitaire, vous avez 3 gros groupes d'acteurs qui sont sur les financements internationaux, les agences de l'ONU, le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge avec toutes ces entités et la pléthore d'ONG. Alors, si on prend ces gros financements internationaux, c'est environ 16 milliards chacun. Et bien sûr, nous, on est dans l'aide humanitaire dans un secteur qui se concentre et en même temps se fragmente. Ce qui va être intéressant de voir dans cette conférence, il faut bien rappeler que l'aide humanitaire et l'aide au développement ont des généalogies différentes, si on regarde l'histoire. L'émergence de l'humanitaire moderne laïque, c'est le fin 19e avec la création du Comité international de la Croix-Rouge, le début du droit international humanitaire et aussi des principes qui sont très clairs d'indépendance, d'impartialité, de neutralité, d'humanité. Donc, on a toute cette généalogie à travers ensuite des ONG, des mouvements internationaux. L'aide au développement, c'est un peu différent. On est dans des logiques de reconstruction d'après-guerre mondiale avec des acteurs qui se mettent en place et vont financer et se tourner vers l'Afrique. En fait, aujourd'hui, c'est comment ces acteurs qui sont communs finalement aux deux modus operandi, finalement vont constituer des systèmes très complexes avec des interdépendances multiples et aujourd'hui, voir dans cette énorme coopération qui est oubliée, qui ne co-construit pas, qui construit, mais peut-être pas très bien, où sont les failles, mais on arrive effectivement à des systèmes qui sont intercorrélés aujourd'hui et qui sont très interdépendants. Alors, merci beaucoup Virginie Troy. Alors, Kako Nobuko, vu depuis l'Afrique, il y a une complexité très grande de ces canaux de l'aide. Donc, Virginie Troy vient de donner un petit peu les grandes masses. Quelle est, à votre avis, quelle a été l'évolution vue d'Afrique de cette aide? Est-ce que il y a eu de grands changements dans les équilibres? Vous venez d'un pays de l'ère francophone où au départ probablement donc l'aide publique française était majoritaire. Aujourd'hui, dans un pays comme le Togo, par exemple, prenons l'exemple du Togo, quelle est aujourd'hui la structure de l'aide qui est apportée à votre pays et en quoi y a-t-il aujourd'hui une co-construction, c'est-à-dire une participation active du pays et de ses forces vives dans l'aide qui lui est apportée? Oui. Virginie le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme vous savez, on a eu le plan Marshall en Europe. Et pour l'Afrique, c'était un peu le même principe, c'est de dire qu'il y a un gap entre l'épargne et l'investissement. Globalement, c'est ça. Le rôle de l'aide pour un économiste de base, c'est assurer l'écart entre les besoins en investissement des économies et la disponibilité de l'épargne nationale. Et donc, à partir de là, le gap, il peut être comblé de plusieurs façons. Au départ, ce qu'on appelle les bailleurs traditionnels, issus de l'histoire coloniale, ils avaient le monopole de l'aide publique au développement. Mais progressivement, il est apparu ce qu'on appelle les nouveaux donateurs et avec un élément qui me paraît tout à fait fondamental, c'est que progressivement, on est allé
d'une lecture un peu exogène de l'aide, c'est-à-dire celui qui décide, c'est le donateur, à une lecture un peu plus endogène de l'aide, c'est-à-dire qu'on va mettre en place ce qu'on a appelé la Déclaration de Paris en 2005, qui va dire attention, il faut que ce soit le récipiendaire qui dise explicitement ce dont il a besoin, et il faut que les donateurs fassent l'effort de mettre en cohérence et coordonnent du mieux possible les flux d'aide publique au développement, avec, si possible, quelque chose qu'on va appeler l'aide déliée, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément lier l'aide à l'impératif de s'approvisionner en biens et services chez le donateur. Donc, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant, c'est cet effort d'endogénéisation du processus d'aide publique au développement, mais également l'effort d'évaluation de l'impact de ces flux d'aide publique au développement. Et là, c'est vraiment l'ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo qui parle. Un des soucis que nous avons par rapport à l'évaluation, c'est que nos économies africaines subissent énormément de chocs exogènes. Ce qui fait que progressivement, on est passé d'une volonté d'évaluer l'impact de l'aide à une volonté d'évaluer les efforts qui sont consentis par nous pour gérer au mieux les flux d'aide publique au développement. Et pour ne pas être trop long, je donne un tout petit exemple. Des pays comme la Guinée-Conakry ou le Libéria ont fait beaucoup d'efforts par rapport à leur système de santé. Et puis, il y a une dizaine d'années, vous aviez une pandémie comme Ebola qui est arrivée, qui a tout fichu par terre. Et donc, vous voyez que là, vous allez vous retrouver avec un hiatus entre les efforts consentis progressivement par les pouvoirs publics et puis un choc exogène qui fait que vous êtes incapable de dire clairement quelle est la part qui doit être imputée aux récipiendaires dans ce qui se passe. Donc, je crois que c'est quelque chose qui rejoint tout à fait ce qu'a dit Virginie, cette question de gestion des temporalités, ce qui est pérenne, ce que nous savons gérer progressivement, et ce qui relève de l'humanitaire, qui est souvent lié aussi au caractère soudain, imprévisible d'un certain nombre de chocs. Merci beaucoup, Kako Nubouko. Alors, je me tourne vers Éric Baird. Éric Baird, on a parlé de la diversité, des sources de financement, de l'aide au développement et de l'aide humanitaire, et puis aussi des chocs exogènes, comme vient de le dire notre ami togolais. Donc là, ces chocs exogènes qui, évidemment, peuvent, le dernier en date étant évidemment cette pandémie de Covid-19 qui affecte la planète entière, mais évidemment tout particulièrement un continent comme l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'évolution de cette, je dirais, un peu du paradigme de l'aide. Il y a des sources traditionnelles, des nouveaux acteurs, il y a ces chocs exogènes. Comment aujourd'hui se présente la situation de l'Afrique à l'échelle macroéconomique sur cette question de l'aide au développement? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est dans une position d'équilibre ou de déséquilibre par rapport à cette aide? Bien, alors, un petit point, quand on parle d'aide publique au développement, effectivement, il y a la question de l'aide humanitaire, mais il y a plusieurs parties dans l'aide publique au développement. Il y a l'aide humanitaire, bien évidemment, il y a l'aide alimentaire, il y a ce qu'on appelle l'assistance technique, de la formation de fonctionnaires de pays en développement, ou l'accueil d'étudiants étrangers dans les universités des pays dits développés. Il y a l'aide projet, effectivement, où on va financer pour la réalisation d'une infrastructure particulière, d'un hôpital, d'une école, ou que sais-je. Et puis il y a l'aide aussi visant à pallier les déficits, les déséquilibres macroéconomiques des pays, notamment les déséquilibres budgétaires. Le problème qui se pose à l'Afrique, comme à tous les pays du monde, c'est comment on finance son développement. Donc l'aide publique au développement est une partie de la réponse, mais je dirais que ce n'est pas la principale partie, puisque les flux
financiers, les flux monétaires dirigés vers l'Afrique, Virginie le rappelait tout à l'heure, les envois de fonds de migrants, hein, des diasporas africaines représentent une source extrêmement importante et qui, du coup, au moment de cette crise sanitaire, bien ces envois de fonds de migrants, on s'aperçoit qu'ils ont diminué d'environ 20%, ce qui est loin d'être négligeable. Et puis vous avez aussi d'autres types de financements, hein, les investissements étrangers, qui là aussi, avec la crise, ont tendance à ralentir. Et puis la question de la dette, hein, puisque Kako le disait tout à l'heure, la question c'est comment on investit et surtout comment on finance ces investissements. Et ces investissements, ils vont être financés par la dette et en particulier par la dette extérieure. Et donc là, les acteurs qui sont en jeu dans tout ça, ce sont les États, ce sont les institutions internationales, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en premier lieu, et ce sont des acteurs privés. Les financements sont aussi obtenus auprès d'acteurs privés, que ce soit des banques internationales, des fonds de pension, des fonds d'investissement, etc. Et là, la crise actuelle, elle montre que les pays africains, comme les autres, font face à une récession extrêmement importante. Hein. Le FMI anticipe que la chute du PIB en moyenne, on devrait avoir des taux de croissance économique en moyenne en Afrique de moins 3,2%. Donc l'Afrique va aussi être durement touchée par les suites économiques de cette crise sanitaire, donc beaucoup moins de rentrée d'argent, une récession économique mondiale, donc des problèmes pour exporter, récupérer des devises permettant de financer, de rembourser la dette et donc de financer l'investissement, ce qui amène à une situation où un certain nombre de pays aujourd'hui sont quasiment en situation de défaut de paiement. Donc je suppose qu'on reviendra par la suite sur les initiatives qui se sont mises en place justement pour essayer de soutenir les économies africaines touchées massivement par cette crise économique. Je me tourne vers Kako Ngubko à nouveau pour vous demander si on a souvent l'habitude de parler de l'Afrique comme d'un continent qui reçoit de l'aide, mais donc il faut peut-être aussi nuancer cet aspect-là et peut-être parler aussi rapidement, mais c'est important, y a-t-il des pays d'Afrique où ce fameux fossé, ce gap dont vous parliez entre l'épargne et l'investissement a pu être comblé, et est-ce que donc du coup certains pays africains ont déjà pu opérer le décollage, c'est-à-dire est-ce que l'aide au développement et l'aide humanitaire a dans certains cas déjà eu un effet positif permettant à certains pays, j'allais dire, de se débrouiller tout seuls, c'est-à-dire d'enclencher un développement endogène et finalement de devenir peut-être moins récipiendaires d'une aide, peut-être même bailleurs à leur tour dans leur sous-région ou à l'étranger. Y a-t-il des exemples? Et est-ce que l'on est toujours dans un schéma où l'on parle toujours de l'Afrique comme un pays, comme un continent qui reçoit de l'aide et qui encaisse des chocs et des chocs dont le dernier en date, nous venons d'en parler. Oui, et c'est ce que Eric vient de mettre en évidence, c'est-à-dire qu'on a une complexité des choses. Si nous prenons le continent, nous avons les 6 premières économies du continent qui font 65% du produit intérieur brut. Et parmi ces 6 premières économies du continent, vous en avez 3 qui dépendent quasi exclusivement du pétrole. Donc le Nigeria, l'Angola et l'Algérie. Mais à côté, vous avez 48 autres économies qui font 35% du PIB africain, qui sont beaucoup plus diversifiées et qui ont des performances tout à fait convenables, comme le Ghana, l'île Maurice, les Seychelles et le Rwanda et d'autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ces 2 choses, me semble-t-il. Quand on empile les chiffres, on voit, et ça c'est les derniers chiffres de la CNUSED, parus le week-end dernier, il y a à peu près 86 milliards de dollars qui sortent chaque année d'Afrique au titre des flux de capitaux illicites. Bon. Donc,
en net, l'Afrique est créditrice du reste du monde en termes de flux, puisque ces 86 milliards de dollars, ça dépasse largement les flux d'aide publique au développement qui vont en Afrique. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est de voir que cette capacité finalement, entre guillemets, de l'Afrique à exporter ses capitaux va de pair avec son mode d'insertion au sein du commerce international. C'est-à-dire que à partir du moment où vous n'avez pas de transformation sur place des matières premières, donc vous n'avez pas de création de valeur, vous n'avez pas d'élargissement de l'espace fiscal, vous voyez très bien que vous n'avez pas de manière structurelle les moyens de retenir les ressources. Et donc, ce qui est un peu compliqué avec l'aide publique au développement, c'est qu'elle arrive par des canaux qui sont des canaux finalement tangents à ceux par lesquels l'argent quitte l'Afrique. Et c'est pour ça, et Virginie insistait là-dessus tout à l'heure, je crois qu'il faut que nous dépassions les coopérations intergouvernementales classiques. C'est-à-dire, il faut absolument que nous allions vers des formes de coopération décentralisées, vers les régions, vers les territoires, vers les municipalités. Et ça va permettre de résoudre une des difficultés qu'on a avec l'aide publique au développement, c'est le détournement des deniers publics de la part des responsables africains. Et ça me paraît quelque chose de fondamental. Il faut que l'aide puisse aller vers ceux qui en ont vraiment besoin. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Alors peut-être on peut réagir. Nous reviendrons sur les questions de transformation structurelle des économies africaines liées notamment à cette pandémie. Oui. On va y revenir, mais peut-être puisque vous nous tendez la perche, Virginie Troy, je suppose que vous avez beaucoup d'exemples en tête. J'ai lu ce matin les deux excellentes pages de nos confrères du Monde sur la coopération décentralisée au Bénin ou au Sénégal, avec l'intervention directe de collectivités territoriales françaises au profit de projets locaux de transformation agricole pour donc une meilleure organisation des populations locales, une meilleure rémunération des acteurs et des agriculteurs. Est-ce qu'on est manifestement là dans la co-construction dont nous parlons et qui fait l'objet de cette table, c'est-à-dire comment organise-t-on aujourd'hui l'aide au développement? Est-ce que ça passe pas précisément, comme vient le dire Kako, par des projets décentralisés, un maximum de projets décentralisés les petits ruisseaux faisant les grandes rivières? Alors, c'est vrai que côté aide au développement, moi, je vais plutôt répondre côté aide humanitaire. Là, on est vraiment, et quand on pense à l'Afrique plus particulièrement, le secteur humanitaire est entré dans une période de transition, c'est-à-dire l'humanitaire, le secteur a toujours, bien sûr, évolué. Il y a eu des grosses crises qui ont secoué tout le secteur. Hein. Ça peut être le Rwanda, ça peut être les famines au Sahel, ça peut être en plus récemment le tsunami ou Haïti. Mais là, on est vraiment, depuis fin des années 90, un changement de paradigme où finalement on se retrouve face à des nouvelles crises qui déstabilisent. Hein. Vous voyez comme la crise migratoire en Europe peut déstabiliser la manière dont on pense l'humanitaire. Il y a des nouvelles pratiques, ça peut être les transferts de cash, ça peut être la manière d'intervenir sur le terrain. Il y a des nouveaux acteurs qui rentrent, hein. Il y a des nouveaux types d'ONG hein, depuis la fin des années 90, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit des donateurs aussi avec l'entrée de la Chine, des pays du Golfe, etc. Donc on se rend compte que cette aide qui était complètement occidentalo-centrée s'élargit et finalement cette transition humanitaire, ce que va être le nouveau paradigme ou les nouveaux paradigmes, on ne le saisit pas assez encore. Le problème comme vous dites, pour penser la co-construction ou la coopération à tous les niveaux, faut-il des éléments. Nous, la Fondation Croix-Rouge française, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, pour penser ces coopérations, pour anticiper sur ces nouveaux paradigmes, on est obligé d'entendre la voix de chacun. Et il y a une partie qu'on n'a pas assez entendue, c'est la recherche en Afrique. Donc, on a vraiment décidé de lancer un débat sur cette transition humanitaire, mais en écoutant, en finançant beaucoup plus nos collègues d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, pour comprendre, eux, leur vision
et leurs analyses sur cette période de transition et non seulement s'appuyer sur des besoins, mais s'appuyer aussi sur d'autres perspectives et finalement sur l'histoire que l'Afrique peut aussi nous livrer de l'aide humanitaire, de ses expériences, des mécanismes sociaux qu'elle observe. Et finalement, on se rend compte que en regardant autrement, les solutions sur des mécanismes de coopération et ce qui a changé devient assez évident, puisqu'on va essayer de connecter le conjoncturel, la situation de crise aiguë, avec le structurel et le long terme. Donc effectivement, une crise de malnutrition, ça peut être réfléchir plus largement sur l'agriculture. Une crise, un post-conflit où l'humanitaire va être très présent, ça peut être réfléchir sur le foncier ou sur la citoyenneté. Et c'est ça qui est complexe aujourd'hui, c'est comment organiser ce débat et ces réformes sur un système aujourd'hui qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup remis en question, on peut lui reconnaître ça, mais qui aujourd'hui n'est pas adapté aux besoins du 21e siècle. Donc il faut aussi qu'on mette en place ces changements à tous les niveaux. Alors, vous ne m'avez pas vraiment répondu sur ma petite question sur la coopération décentralisée, ces collectivités, par exemple françaises, mais ou d'autres pays, bien sûr, qui s'intéressent à une situation précise, locale. La co-construction, pour qu'elle soit concrète, est-ce que ce n'est pas justement d'additionner toutes ces initiatives pour évidemment élargir les bénéficiaires, à condition peut-être qu'il y ait aussi un projet derrière, un projet national, un projet international de coordination. Comment Kako Nubukko, sur ses expériences en Afrique qui mettent en jeu des acteurs internationaux non étatiques, est-ce que c'est une tendance forte et une tendance efficace et souhaitable? Oui, ce qui se passe, et je crois que Virginie le met en évidence lorsqu'elle parle de transition, c'est que nous sortons de 40 ans de programmes d'ajustement structurel portés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et le paradigme dominant durant ces 40 ans, c'est quand même le retrait de l'État et donc le retrait de la puissance publique par rapport à des missions de service public. Or, la spécificité africaine, c'est que nous avons une double défaillance. Nous avons une défaillance de l'État, qui est souvent mise en évidence par les néolibéraux, mais nous avons aussi une défaillance du marché. Et donc, comment vous gérez les politiques publiques dans des situations où vous avez ces deux défaillances, de l'État et du marché? Et c'est pour ça que nous avons besoin de solutions innovantes. Pour donner des exemples concrets, aujourd'hui, nous avons un mal fou à faire le distinguo entre l'aide et la dette. Quand vous prenez aujourd'hui l'aide chinoise, avec ses répercussions, vous voyez que la dette africaine qui fait 771 milliards de dollars à peu près, vous avez 17% qui est dû à la Chine. Mais vous n'êtes pas dans des mécanismes standards d'aide publique au développement, notamment la question des concessionnalités, c'est-à-dire avec des éléments d'au moins 35% des financements. Et donc, on se retrouve d'un côté avec de nouveaux bailleurs qui n'appartiennent pas au Club de Paris, donc qui ne respectent pas les règles établies depuis 50 ans par rapport au fonctionnement de l'aide. Et puis, vous avez en même temps, Eric le soulignait tout à l'heure, une montée en puissance du privé. Il faut savoir que la dette africaine vis-à-vis du secteur privé, aujourd'hui, c'est 40% de la dette. Et elle a doublé en 10 ans, cette dette vis-à-vis du secteur privé. Et donc, vous voyez, derrière l'aide, vous avez la question de la dette, la question des modalités de remboursement de cette dette et la question qui m'interpelle en tant que dirigeant africain, la question de la bonne gouvernance. Ce qui me surprend toujours, c'est des pays pétroliers qui vont solliciter de l'aide publique au développement, alors même que vous avez des milliardaires dans ces pays et dans des pays où vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'écoles, vous n'avez pas de dispensaires, vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité. Et donc, c'est cette co-construction que nous appelons de nos voeux.
il faut qu'elle soit symétrique, puisque même la colonisation fut une co-construction, mais elle était asymétrique. Donc, nous voulons parler d'égal à égal avec le reste du monde, mais nous voulons aussi mettre au cœur de l'agenda les impératifs actuels, c'est-à-dire des économies plus sobres en carbone, des économies où on va jouer la carte de la proximité, et puis une redistribution équitable des produits nationaux. Parce que si l'aide doit simplement aider des dictateurs à être encore plus riches, convenez avec moi que ça n'aura aucun impact sur la vie quotidienne des populations. Bon, alors sur mes petits exemples là, de coopération décentralisée, alors c'est bien, il faut développer ça, ou est-ce que ce sont simplement des rustines est-ce que ce sont des rustines simplement dans un système défaillant? C'est très important, la coopération décentralisée, parce qu'elle se fonde sur la gouvernance de proximité, et l'idée, c'est que plus on est proche de ceux qui sont au cœur de la dynamique, mieux c'est. Mais en aucun cas, cette coopération décentralisée ne peut être finalement le paravent de l'échec de la coopération que nous connaissons. C'est-à-dire qu'on ne va pas éviter la mauvaise gouvernance au niveau de l'État central en allant faire de la coopération décentralisée. Non, il faut absolument tenir les deux leviers. Il faut pousser pour qu'on ait de la bonne gouvernance au niveau de nos États, mais il faut également pousser pour qu'on crée plus de gouvernance locale et de coopération locale. Pour moi, les deux vont ensemble, donc plus complémentaires que substituts, en fait. Alors, Éric Baird, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que cette affaire, bon, on est dans la moi, j'étais en train de poser une question de microéconomie, mais au fond, le problème le plus important, c'est peut-être effectivement de régler, comme le dit votre collègue togolais, de régler, s'il est possible, cette question de la bonne gouvernance. Elle est sur toutes les lèvres. Et puis, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elle a beaucoup progressé? Est-ce qu'il y a là un problème de fond sur qui handicape en permanence finalement un continent comme l'Afrique? On a parlé d'évasion de capitaux et puis on parle de cette captation de l'aide. Sur le plan macroéconomique, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut régler et comment? Alors, en théorie, on peut tout régler. Le problème, c'est qu'on ne vit pas en théorie. Mais oui, Kako mentionnait tout à l'heure les 86 milliards de dollars d'évasion de capitaux. C'est à peu près, au milliard près, la somme qu'il faudrait que la Commission économique pour l'Afrique, qui est une émanation, qui est une agence régionale du Conseil économique et social des Nations Unies, c'est quasiment la même somme que cette commission a mise en avant comme étant la somme nécessaire pour relancer les économies africaines touchées par la crise sanitaire. Donc déjà, on voit où on pourrait agir. Pour avoir, moi, je discute de ça avec mes étudiants, j'ai toujours tendance à dire que la solution ne peut venir que des pays eux-mêmes. Les pays tiers ont leurs propres intérêts, on aide, mais malheureusement trop souvent aussi du côté des donateurs, on aide à faire ce que l'on a envie que le pays fasse, et pas forcément à ce qu'il fasse ce que lui a envie. Donc ça pose problème. Et pour avoir un véritable projet de développement, ce projet de développement, il doit être national. Et ne pas dépendre, et donc dépendre le moins possible, de l'extérieur. Et c'est ça le problème des pays en développement général, de l'Afrique en particulier. On parlait de la Chine tout à l'heure. L'Afrique, ça a été rappelé, a subi 40 ans de programme d'ajustement structurel qu'on avait remaquillé en consensus de Washington. Ce consensus est quand même plus positif, mais l'idée était la même. C'était les politiques qu'on appelle néolibérales, d'un État au service du marché, d'un État qui, dans certains cas, va se désengager, etc., de privatisation, de libéralisation, etc., qui ont été un échec maintenant extrêmement bien documenté. Bon, pour échapper à ça, parce que
Il faut se rappeler que faut voir historiquement d'où ça vient. Ça vient de 1982, la grave crise de la dette qui éclate au Mexique et qui va toucher ensuite toute l'Amérique latine et l'ensemble des pays en développement. Et ces pays en développement, eh bien, en défaut de paiement ou sur le point de l'être, les créanciers, les institutions internationales, les pays occidentaux leur ont dit « on va vous aider, on va vous prêter de l'argent, mais il y a des conditions ». Et ces conditions, c'était ces programmes d'ajustement structurel. Pour essayer de s'affranchir de ça, les pays en développement, et en particulier les pays africains, ont tendance à se tourner de plus en plus vers la Chine. Kako rappelait que 17% de la dette extérieure de l'Afrique était détenue par la Chine. C'est le premier créancier bilatéral. Dans la dette, vous avez 3 parties, ce qu'on appelle la dette bilatérale, donc c'est la dette due à d'autres États. La dette privée, c'est la dette due à des entités privées, donc fonds d'investissement, fonds de pension, banques, et la dette multilatérale qui est celle due aux grandes institutions internationales. Et donc la Chine est devenue le premier créancier bilatéral de l'Afrique. Mais la Chine a aussi ses conditions, et la Chine, évidemment, elle prête et elle investit en Afrique parce qu'il y a des intérêts stratégiques, et en particulier celui de récupérer des matières premières, des ressources énergétiques, des ressources agricoles. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des contreparties exigées par la Chine. La Chine va, par exemple, construire une route en Angola, mais la contrepartie, c'est d'obtenir un contrat pétrolier et plutôt avantageux. Et quand on parlait de l'aide chinoise, en plus, elle est liée. Elle, pour le coup, elle est liée. C'est-à-dire que quand la Chine... Alors, Kako confirmera, mais un ami togolais m'avait dit que le grand stade de football de Lomé avait été... la construction avait été confiée aux Chinois, et les Chinois étaient arrivés avec leur personnel. Alors, je ne sais plus si c'est un stade de foot, enfin, une grande infrastructure était arrivée avec leur personnel, leur matériel, etc., etc. Et donc, ça ne bénéficie... Leurs entreprises, bien évidemment. Donc c'est une aide, mais qui aide aussi le pays qui donne. Donc on est dans des relations très dépendantes. Et pour sortir de là, eh bien, il faut arriver à petit s'affranchir justement de cette aide au sens large. Moi, dans l'aide, je mets l'aide publique au développement, bien sûr, mais toute la dette extérieure et tous les financements extérieurs. Parce qu'on sait bien que si on dépend de financements extérieurs, et en particulier de financements qui ne sont pas émis dans sa propre monnaie, donc là en termes généralement en dollars des États-Unis, eh bien on a un lien de dépendance qui est difficile de rompre. Alors vous avez abordé cette question de l'aide liée, de la conditionnalité de l'aide. Donc, y a-t-il, ma question, elle s'adresse à Virginie ou à Kako, les deux, je pense que vous pouvez tous les deux apporter un éclairage. Est-ce qu'il existe des acteurs désintéressés dans l'aide? Est-ce que ça peut exister? Y a-t-il, je sais pas, j'ai un exemple en tête, par exemple, une organisation comme l'UNICEF qui intervient donc au profit de la protection maternelle et infantile, de l'éducation, et qui co-construit des politiques avec les pays considérés. Est-ce que ça peut être considéré comme une aide désintéressée? Est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que ça existe d'une façon générale des acteurs, des étatiques ou non étatiques, qui véritablement se mettent à l'écoute des besoins locaux et proposent une aide à la fois construite ensemble et sans présupposer, sans idée préconçue sur ce qu'il faudrait faire du point de vue du donateur? Est-ce que ça existe? Virginie 3. Le micro est coupé. Virginie, je crois que vous avez coupé. Oui, tout à fait. Non, c'est bon. J'ai récupéré. Là, vous touchez un point vraiment particulier parce qu'on est vraiment sur le fondement de ce qui fait la différence des acteurs et du jeu des acteurs. Si on prend les théories réalistes, État égale intérêt. Donc déjà, il y a quand même, même si on change sur les paradigmes, il y a cette action transnationale. Le désintérêt, quand vous avez Henri Dunant sur la bataille de Solferino qui se rend compte qu'il y a des soldats et qu'il y a un point de vue partial, se dit non, il faut qu'on invente cette aide qui est totalement désintéressée, qui est solide, qui est ancrée dans le droit
qui est gravé dans le droit international humanitaire et qui dit quand une personne souffre, il faut l'aider et il faut construire des structures désintéressées qui sont fondées sur le bénévolat, qui sont capables de donner cette aide qui est neutre, impartiale, indépendante. Et ça, vous allez le retrouver dans les ONG humanitaires qui se sont créées tout au long du XXe siècle, que ce soit des grandes ONG anglo-saxonnes, que ce soit nos ONG sans frontiéristes françaises. Ces principes humanitaires fondamentaux vont rester là et vont rester au cœur de cette humanitaire transnationale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des agences aussi des Nations Unies. Le multilatéralisme, ce sont des États membres, ce n'est pas une organisation transnationale qui a sa propre gouvernance. Donc là, il faut bien faire la différence aussi entre les acteurs, même si les principes sont aussi respectés. Pour vous dire sur ces questions-là, ce qui va être intéressant, c'est justement comment les différents acteurs, alors que ce soit les acteurs désintéressés ou les acteurs qui préservent leur intérêt, vont en fait réussir ou pas à travailler ensemble, parfois à s'allier, parfois à se défier, parfois en mettant des garde-fous, en plaçant des alertes. On a les 2 derniers jours des rapports, autant le rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté, autant le rapport d'Oxfam sur les financements climat par l'aide au développement, où il y a on a des chiffres, on a des choses qui sont dénoncées, on a de la matière pour travailler. Ce qui va être important du côté de l'aide humanitaire, c'est de se dire, là, on a des acteurs qui sont au contact vraiment des réalités et des communautés, mais qui sont aussi en contact avec la gouvernance mondiale. Donc, ce qui est intéressant avec les acteurs transnationaux, enfin que ce soit les acteurs Croix-Rouge, les ONG transnationales humanitaires, c'est finalement comment elles vont pouvoir aider à créer des connexions, à être connecteurs entre ces réalités locales ou communautaires, les besoins des gens, ce qu'ils vivent, et finalement les mécanismes à un niveau beaucoup plutôt macro et de gouvernance mondiale, où on s'est dit comment on arrive finalement à mieux organiser ces normes internationales et les réponses aux différentes typologies de crise aux réalités locales. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'a révélé la crise de Covid-19. C'est vraiment comment, à tous ces niveaux de connexion, finalement, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Kako Nobuko sur cette affaire du désintéressement entre guillemets de l'aide, est-ce que ça existe et comment dans l'exemple togolais, peut-être vous pourriez peut-être nous parler de l'exemple togolais en matière d'aide, l'expérience que vous avez sur les bonnes coopérations et les moins bonnes. Oui, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que moi, comme je suis du côté du récipiendaire, je ne peux pas vous dire si celui qui donne l'aide est de bonne foi ou pas, s'il est intéressé ou s'il est désintéressé. C'est lui qui peut le savoir. En revanche, ce que moi je peux dire, c'est que l'Afrique ne peut pas continuer à être dans ce que j'appelle la dictature des urgences. C'est-à-dire que nous ne pouvons avoir de vraies co-constructions symétriques et équitables que si l'Afrique arrive à construire son paradigme de développement. Et c'est comme ça qu'elle peut être une interlocutrice digne de ce nom. Parce que 60 ans après les indépendances, on ne peut pas avoir le discours sur l'aide publique au développement comme on pouvait l'avoir en 1960. Et donc, ce qui me paraît passionnant dans la période qui démarre et qui est mise en évidence avec cette pandémie, c'est que pour la première fois, on autorise l'Afrique à penser elle-même son process de développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant 40 ans, nous avons eu le consensus de Washington où on a fait passer de simples logiques gestionnaires comme des projets de société. Eh bien non, là on se rend compte que le marché ne peut pas tout faire. Voilà. Et qu'il fallait que les populations africaines co-construisent une vision partagée de l'avenir. Et c'est sur la base de cette vision partagée de l'avenir qu'on peut négocier d'égal à égal avec le reste du monde. Parce qu'il ne faut jamais oublier que
là, vous avez une population dont la taille double tous les 25 ans, que nous serons 2 milliards en 2050. Okay. Donc, de toutes les façons, les flux financiers qui viendront du reste du monde ne suffiront certainement pas pour le développement de l'Afrique. Et l'Afrique a aujourd'hui les moyens de se développer par elle-même. Nous avons toutes les matières premières du monde, mais nous ne les exploitons pas. Nous ne créons pas d'emplois et nous ne créons pas ce que j'appelle cette transformation de nos structures. Et donc, si l'aide était vraiment désintéressée, elle viendrait dans les secteurs où on pourrait créer des emplois pour la jeunesse africaine. Nous savons que dans les 40 ans à venir, nous allons avoir 600 millions de jeunes africains sur le marché du travail, à raison de 15 millions par an. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis doyen d'une faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. J'ai 15 000 étudiants dans ma faculté. Et mon obsession, c'est de savoir ce que vont devenir ces 15 000 étudiants lorsqu'ils vont sortir diplômés. Donc, vous voyez, on ne peut pas simplement parler de l'aide un peu comme le fardeau de l'homme blanc. Il faut aujourd'hui concevoir la question de l'aide comme une question dans la co-construction équitable entre des continents, des nations qui vont jouer d'égal à égal dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Oui. Merci. Alors, je me tourne vers Éric Baird. On parle assez facilement de l'Afrique en général, mais évidemment, l'Afrique, ça veut pas forcément dire grand-chose, puisque même si c'est une unité humaine et de civilisation, mais malgré tout, vous l'avez rappelé, ce sont des économies très différentes, ce sont 54 États qui ont chacun leur agenda politique, économique, qui ont chacun leurs relations et leurs partenaires. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une Afrique unifiée par rapport à cette question de l'aide au développement, de l'aide humanitaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt quand même avoir une approche beaucoup plus diversifiée des intérêts de chacun de ces pays africains en fonction de leur population, de leurs ressources, de leur histoire récente, et de leurs objectifs? Oui, tout à fait. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Bon, déjà, la situation des pays qu'on appelle les pays d'Afrique subsaharienne n'est pas celle des pays d'Afrique du Nord. Et puis, même à l'intérieur, vous avez des économies qu'on qualifie d'émergentes, l'Afrique du Sud par exemple, et puis vous avez le groupe qu'on appelle les pays les moins avancés, qui regroupe 49 ou 50 pays et dont la très grande majorité sont des pays d'Afrique subsaharienne. Donc évidemment, vous avez, quand vous parlez de l'Afrique, évidemment, si vous parlez de l'Afrique du Sud et, je ne sais pas, de la République centrafricaine, vous avez des pays avec des caractéristiques extrêmement différentes. Donc, ça devrait nous pousser à avoir une aide qui soit dirigée plus massivement vers les pays qui en ont le plus besoin. Mais pour répondre à une question que vous avez aussi posée précédemment, on s'aperçoit que l'aide est dirigée, que les pays donateurs dirigent leur aide quand même assez régulièrement en fonction de considérations plutôt politiques, géopolitiques, géostratégiques, ce que vous voulez, et pas en fonction de questions d'une dimension économique. Si on regarde les pays qui reçoivent le plus d'aide, c'est en aucun cas les pays les moins avancés. Mais on retrouve des pays qui ont un intérêt stratégique pour tel ou tel pays donateur. Donc il y a évidemment qu'il faut quelque chose qui se fasse dans la co-construction. Kako mentionnait que l'Afrique a tout ce qu'il faut, notamment en termes de ressources naturelles, mais paradoxalement, on le sait en économie du développement, il y a ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles, parce que justement, elle occasionne tout un tas de velléités de se les approprier, que ce soit à l'intérieur des pays, et avec des conflits à l'intérieur des pays, ou avec des pays tiers qui souhaitent aussi récupérer ces ressources naturelles à bon prix ou à bas prix. Donc, là encore, pour arriver à co-construire, ça voudrait dire qu'on soit dans une logique de coopération, ce
qui n'est malheureusement pas la logique actuelle, où on est dans une logique où la compétition est reine, où il faut être meilleur que son voisin, lui marcher dessus si possible pour devenir meilleur. Donc il y a aussi tout cet apprentissage, je veux dire, à reprendre pour montrer que précisément c'est en coopérant que le résultat final sera meilleur pour tout le monde. Kako Numubko, vous voulez réagir là sur cette diversité des situations africaines, hein, parce qu'on ne peut pas parler de l'Afrique globale, hein, c'est pas possible. Quand on parle d'aide au développement et d'aide humanitaire, c'est pas possible. Non, non, tout à fait, c'est ce que Eric vient de dire, et je le disais tout à l'heure, qu'il y avait 6 grosses économies qui font 65% du PIB, avec 3 parmi elles qui sont dépendantes du pétrole, et puis 48 autres qui sont beaucoup plus diversifiées et qui font 35% du PIB. Mais ce que note Eric, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que nous ne pouvons pas faire comme si le reste du monde était dans une forme d'altruisme vis-à-vis de l'Afrique. Ce que nous observons à l'heure actuelle, avec la fin du néolibéralisme, c'est la montée de ce qu'on appelle finalement le néo-mercantilisme. Je veux dire, l'Afrique aujourd'hui, c'est quand même un terrain de compétition rude entre la Russie, la Chine, la France, les États-Unis, l'Allemagne et d'autres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que face à cet appétit vorace des émergents qui viennent concurrencer les bailleurs de fonds traditionnels, il faut absolument qu'on développe un narratif africain puissant, notamment autour du panafricanisme, parce que là, c'est quand même la seule région du monde qui applaudit le multilatéralisme aujourd'hui. Je veux dire, nous sommes dans des processus qui dépassent les États-nations. Avec la zone de libre-échange continentale, par exemple, que nous sommes en train de mettre en place, on voit bien qu'il y a une puissance africaine qui monte avec un narratif tout à fait important et qui va faire le contrepoids des nouvelles routes de la soie de la Chine, par exemple. Et ça, vous voyez, par rapport à ça, l'aide ne peut pas s'inscrire comme étant quelque chose qui va aider l'Afrique à se développer. Ça, c'est faux, c'est terminé, ça. Ce que l'aide peut apporter aujourd'hui, c'est le renforcement de capacités, c'est la capacité aussi à aller dans ce qu'on peut appeler les angles morts du développement africain. Et on le voit bien avec cette pandémie de Covid, que le secteur de la santé n'a absolument pas été développé en Afrique. Et ça, je pense que ce sont des niches dans lesquelles l'aide publique au développement pourrait très bien s'investir et pour le bien commun. Alors, on le voit, toute l'Afrique, comme le reste du monde d'ailleurs, est frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, avec des conséquences. Vous avez parlé du système de santé qui évidemment souffre comme partout. Est-ce que Virginie III, je me tourne vers vous, est-ce que vous considérez qu'à l'heure actuelle, cette épidémie a eu pour conséquence plutôt de provoquer un élan salutaire et collectif des pays africains pour aller vers de nouvelles solutions, ou est-ce qu'au contraire ça a contribué plutôt à recroqueviller les pays sur leurs problèmes locaux, en essayant de colmater les brèches créées par le bouclage des économies, par la montée de la pauvreté? D'accord. Alors, juste pour faire suite à ce que disait Kako, c'est vrai je pense qu'il ne faut pas parler de la construction au futur parce qu'elle arrive, elle est déjà là et parfois on ne la regarde pas assez. C'est-à-dire il y a des choses qui changent, qui sont très vite, qu'on ne voit pas, qu'on n'observe pas assez, qui marchent bien, et des choses qui ne changent pas du tout. Dans les choses qui changent et dans les co-constructions qui fonctionnent aujourd'hui, d'un point de vue aussi du secteur humanitaire,
on parle souvent du nexus humanitaire développement, mais en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, comme rappellent mes collègues, c'est de travailler en fait à la reconnexion avec les politiques publiques et aussi à la connexion à l'action sociale. Aujourd'hui, par exemple, dans ce qui est la réponse aux catastrophes, dans l'océan Indien, il y a eu des énormes progrès de fait sur des bureaux nationaux de gestion de risques et catastrophes, sur des systèmes d'alerte, sur des plans de réponse, avec des bureaux aussi, un bureau qui a été créé par exemple en Éthiopie. Aujourd'hui, sur ces counties qui sont les plus arides au Kenya, ils ont mis en place avec les acteurs ce qu'on appelle le HNSP, c'est-à-dire une espèce de couverture sociale en cas de famine qui se débloque. Alors c'est encore des choses en exploration, mais ça fonctionne. Au Sénégal, on ne peut pas non plus parler des ONG humanitaires comme si c'était des ONG occidentales. Hein. On a des grandes ONG en Afrique et des ONG transnationales qui sont des réseaux du Sud, qui fonctionnent depuis les années 60 et qui font un travail extraordinaire. Donc ça, je pense qu'il faut mieux observer aussi en termes de coopération, de construction et d'acteurs, ce qui marche bien et ce qui va très vite aussi en Afrique. Ce qui ne change pas, et ça c'est important pour la question que vous posez sur la pandémie, et ça a été une des conclusions du sommet humanitaire mondial. Hein, en 2016, c'est la première fois que le secrétaire général a décidé d'organiser un sommet qui était dédié à l'humanitaire. C'est la participation des ONG locales et nationales. Quand on regarde les chiffres sur les financements internationaux, en 2014, on n'avait que 0,2% des financements internationaux qui allaient aux ONG locales et nationales. Suite à ça, l'ONU a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la localisation de l'aide avec plusieurs instruments, dont celui qu'on appelle le Grand Bargain, qui implique les États à rediriger plus directement de l'aide vers ces ONG locales ou nationales. Et l'objectif était de 25% en 2020. Donc je pense que l'objectif va pas être atteint et il va falloir en reparler. Sur le Covid-19, la question que vous me posez est importante puisque finalement, est-ce que c'est un élan salutaire ou finalement, est-ce que ça recroqueville? Il faut bien garder en tête que les épidémies ont toujours été un facteur de coopération et de mobilisation internationale et de coopération. C'était même un des premiers facteurs depuis la fin du 19e. Il y a des fois où ça a très bien marché. La variole, c'est un exemple quand même extraordinaire où les acteurs ont réussi à se mobiliser pour éradiquer la variole. Ensuite, il y a eu effectivement la vague du VIH-Sida qui finalement s'est rendu compte que ce qu'on avait mis en place n'était pas suffisant, qu'on était submergé, mais que finalement des sociétés civiles en Afrique du Sud, par exemple, se mettaient en marche pour défendre les droits des patients, pour se connecter avec d'autres ONG ou avec d'autres mouvements ou avec d'autres agences pour mettre en place les réformes, être sûr qu'au niveau des brevets des médicaments, il y ait quand même une négociation sur ces sujets. Et finalement, tout continue à évoluer et on a pu finalement construire une réponse au Covid-19. Alors c'est sûr, c'est tellement une déferlante sur le monde et surtout, ça a cette caractéristique que ça va toucher autant les pays bailleurs que les pays traditionnellement bénéficiaires. Donc, quelque part, c'est la première fois que ça arrive. On a une crise sanitaire qui touche autant les donateurs que les bénéficiaires. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses en Afrique sur la santé communautaire, sur des dispositifs d'alerte, sur des nouveaux acteurs qui avaient été mis en place pendant Ebola, qui ont pu être extrêmement réactifs, qui fonctionnaient. Comme on est sur une crise d'urgence et sur une crise d'ampleur, on voit aussi très vite là où les failles se révèlent, là où ça ne fonctionne pas. Et en fait, cette crise va être vraiment, je pense, une opportunité de bien étudier et les failles et ce qui marche, parce qu'évidemment, dans l'urgence, tout est cristallisé, tout est amplifié, et on va pouvoir capitaliser notamment sur les excellents réseaux de recherche qui ont été mis en place en Afrique de l'Ouest, notamment avec des anthropologues de la santé, et sur lesquels vraiment on peut s'appuyer pour cette épidémie. Merci Virginie. Avant de passer aux questions des internautes, peut-être une réaction, Éric Baird et Kako Nububko, sur cette histoire de pandémie, sur les conséquences que peut avoir la pandémie sur la mobilisation des États et des sociétés civiles, ou au contraire sur une sorte de dispersion et un certain découragement aussi. Je prends la parole alors. Éric Baird, oui. Rapidement. Je ne veux pas griller la politesse à Kako. Non, rapidement, il y a un double phénomène, évidemment. Cette crise-là, elle a des effets extrêmement négatifs. Je rappelais sur la croissance. En Afrique, on s'attend à voir une augmentation de 35 millions de pauvres. Donc, c'est pas rien du tout. Mais
d'un autre côté, ça peut être l'occasion de repenser ce modèle économique dont, pour faire simple, je qualifiais de néolibéral tout à l'heure, c'est-à-dire un modèle très excessivement ouvert où tout circule partout dans le monde. Un, pour des raisons écologiques. Deux, par la force des choses, puisqu'on s'aperçoit que c'est cette interconnexion extrêmement importante qui a permis aussi au Covid de cette crise de se diffuser d'une façon extrêmement rapide à l'ensemble de la planète. Donc, Kako parlait de politique néo-mercantiliste, mais bon, sans peut-être en arriver totalement là, certains parlent d'une démondialisation. Alors une démondialisation, voilà, il ne s'agit pas de faire peur, c'est pas l'autarcie, mais c'est simplement d'avoir une ouverture qui est plus choisie, respectant un certain nombre de considérations sociales, écologiques, etc. Et ça, c'est vers ça qu'on devrait se tourner. Est-ce que c'est ce que l'on va faire? Bon, pour l'instant, il y a des signaux un peu contradictoires. Si on reparle tout à l'heure de la dette, je pourrais vous en dire deux mots. Mais comme vous m'avez demandé de faire vite, je m'arrête là pour l'instant. Vous aurez une question sur la dette tout de suite. Kako Nububko, sur la pandémie. Oui, je crois qu'on peut faire une première remarque, c'est que l'Afrique est relativement épargnée. Par rapport aux prévisions alarmistes du début de la pandémie, les statistiques que nous avons montrent que l'Afrique a 3% des décès, alors qu'elle représente 17% de la population mondiale. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. C'est par rapport à tous les discours pessimistes, par rapport aux Cassandre qui prédisaient déjà la fin de l'Afrique. Moi, je fais partie des gens qui ont mobilisé dès le départ les intellectuels africains dans une série d'articles, dans une série de pétitions pour dire « Attention, c'est une opportunité pour le développement de l'Afrique. Un autre modèle est possible, une autre Afrique est possible. » Et à mon avis, à trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'amplification de nos politiques publiques. Il faut quand même voir que nous sommes le seul continent au monde qui refuse d'utiliser ces leviers traditionnels de politique économique, c'est-à-dire le budget et la monnaie, pour financer son développement et ses politiques publiques. C'est-à-dire que nous utilisons les ressources, les flux d'aide publique au développement pour essayer de nous développer alors que nous avons des instruments de politique économique que nous n'utilisons pas. Et d'ailleurs, par rapport à la réponse à cette pandémie, vous voyez que la réponse mondiale est autour de 20% du PIB des pays, alors que pour l'Afrique, la réponse actuelle est de 5% du PIB. Et donc, le premier constat, c'est que nous devons amplifier l'utilisation de nos politiques publiques, de nos instruments. La Banque centrale européenne est en train d'inonder l'Europe de milliards d'euros pour sauver les économies européennes. Je ne vois absolument pas ça au niveau des banques centrales africaines, parce que nous sommes dans des systèmes qui sont des systèmes de domination, qui font que lorsque nous voulons faire de l'injection de liquidités, nous avons tout de suite la contrepartie en termes de devises ou de réserves de change. Et donc, pour moi, le premier enseignement, c'est reconquérir les instruments de la souveraineté économique. Le deuxième enseignement, c'est, et Eric en parlait tout à l'heure, c'est mettre l'accent sur les circuits courts. Ce que montrent quand même tous les confinements en Afrique, c'est que grâce à la petite agriculture périurbaine, on a pu sauver des vies. Et là, parce qu'on ne pouvait plus importer depuis l'Asie un certain nombre de produits que nous pourrions produire nous-mêmes en Afrique et que nous ne produisons pas par paresse. Et donc, cette idée de développer des circuits courts, une économie plus sobre en carbone, d'insister sur l'importance de redistribuer les richesses sur place,
il faut quand même voir que, Eric parlait tout à l'heure de l'Afrique du Sud, la zone Afrique australe est la zone de l'Afrique la plus riche, 3 331 $ par habitant, mais en même temps, la région la plus inégalitaire, puisque l'indice de Gini pour l'Afrique australe est de 52 contre 40 pour le reste de l'Afrique. Et enfin, troisième levier qui me paraît fondamental, il part d'un constat que les chaînes de valeur mondiales ne doivent pas être des chaînes de dépendance pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à importer 95% de nos médicaments de l'Inde ou de la Chine. Ça n'a aucun sens. Il faut absolument, et c'est peut-être la 4e fois que je le dis dans ce débat, il faut absolument que nous transformions sur place nos matières premières. C'est ce qui va créer l'emploi, c'est ce qui va créer les valeurs, c'est ce qui va créer la fiscalité, et c'est ce qui va permettre de financer les politiques publiques. Et donc, pour moi, cette crise est une opportunité pour l'Afrique de prendre en main sa destinée. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir redire un mot tout de suite des ressources naturelles. Donc, nous avons 3 questions d'internautes que je vous pose. Il nous reste 10 minutes, donc c'est pas beaucoup. Alors, je m'adresse à Éric Baird. Question d'un jeune Bordelais, Pierre, qui a 26 ans, qui nous demande pourquoi n'annule-t-on pas la totalité de la dette des pays africains? Voilà, la question est claire. Pourquoi n'annule-t-on pas la totalité des dettes des pays africains? Eh bien, parce que les pays créanciers, les créanciers de manière générale n'y ont pas intérêt, parce que cette dette aussi, c'est un petit outil de domination, hein, il faut bien le dire. Alors, ça ne veut pas dire que rien n'est fait, hein. Il y a le G20 a décidé le 15 avril de mettre en place une initiative dite de suspension du service de la dette, donc qui était pour la dette, les remboursements prévus entre le 1er mai et le 31 décembre de cette année. Il y a quelques jours, cette initiative a été prolongée jusqu'à juin 2021. Donc l'idée, c'est de dire aux pays en développement, hop, stop, vous arrêtez de rembourser. Les échéances qui se courent entre le 1er mai de cette année et puis fin juin 2021, vous ne payez pas parce que pour que vous puissiez vous remettre vos économies à flot et ensuite, quand ça ira mieux, vous repérez. C'est la seule chose qui est proposée pour l'instant. Et en plus, ça concerne cette dette bilatérale, hein, la dette d'État à État. Donc, en fait, ce n'est pas toute la dette qui est sous ce moratoire. Ça représente pour les pays africains entre 10 et 30% de leur dette. Donc, voilà, on autorise les pays africains à ne pas rembourser entre 10 et 30% de leur dette pendant 1 an et demi. Bon, sachant qu'il faudra le rembourser après. Ce faisant, je crois qu'on refait les mêmes erreurs que l'on a faites dans les années 80, je parlais de la crise de la dette des années 80, où on a considéré que la crise c'était une petite crise passagère. Non, c'est une vraie crise structurelle qui, la crise sanitaire met en évidence aussi de façon très criante et très dramatique les échecs extrêmement importants de ces politiques dites néolibérales. Donc, là, on est toujours dans cette logique-là. Alors effectivement, les changements prennent du temps, hein, il faut réagir à ça. Mais des annulations de dettes arriveront tôt ou tard, et le plus tôt serait le mieux, bien évidemment, mais tôt ou tard, les créanciers seront obligés de se mettre autour de la table, comme ça a déjà été fait à plusieurs reprises au cours de l'histoire, pour annuler une partie de cette dette. Pour l'instant, les créanciers privés ne veulent rien entendre. Comme d'habitude, ils vont essayer de refiler la patate chaude aux États et aux institutions financières internationales pour eux mieux s'en sortir. Mais les annulations de dettes arriveront. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne se passe pas comme à la fin des années 90, avec par exemple l'initiative Pays pauvres très endettés, c'est que ces annulations de dettes soient conditionnées à un nouveau tour de vis de politique néolibérale qui ne sont pas la solution. Merci Éric Baird. Alors la deuxième question, c'est une question d'un Béninois de Cotonou, Francis, 35 ans. Donc je m'adresse à vous, Kakou, puisque c'est votre domaine. Sa question est la suivante: comment l'Afrique peut-elle garder la maîtrise de ses ressources naturelles? Comment peut-elle faire? Comment peuvent faire les pays, enfin pays par pays, mais voilà, globalement, comment est-ce que l'Afrique peut, qui a des richesses considérables, peut-elle arrêter d'être simplement pillée, ou en tout cas
céder ces matières premières à vil prix au lieu de les transformer. Oui, c'est exactement ce que vient de dire Eric. C'est-à-dire qu'il faut sortir du cercle vicieux de la dette. Parce que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est que le FMI vous apporte une aide à la balance des paiements. Ça vous permet de rester dans le jeu international. Et pour rembourser, vous avez besoin de devises. Pour accéder aux devises, vous devez exporter vos matières premières. Et donc, vous restez dans l'insertion primaire au sein du commerce international. Or, si on change de logique, c'est-à-dire qu'on transforme sur place les matières premières, eh bien, là, vous voyez que vous n'aurez plus besoin d'autant de devises qu'auparavant, parce qu'une grande partie des devises, c'est pour financer vos importations. Et donc, le Bénin, par exemple, au lieu d'importer le riz de la Thaïlande, va aider ses producteurs de riz à produire plus de riz. Et Francis va consommer du riz béninois au lieu de consommer du riz parfumé qui vient de Thaïlande. Et de la même façon, au lieu d'importer des véhicules 4x4, de boire du champagne à midi dans nos capitales africaines, eh bien, on va utiliser les moyens de locomotion à notre disposition, qu'on peut créer nous-mêmes. Et donc, ce qui me paraît fondamental, c'est que la question de la dette, c'est une réponse conjoncturelle à des problèmes structurels, ceux dont parlait Eric tout à l'heure. Et après, la question, c'est de savoir comment on transforme ces matières premières. Eh bien, je peux vous dire que ça fait des siècles qu'on sait fabriquer des t-shirts en Afrique. On a quand même un artisanat local très, très développé. On a des tisserands en Afrique. Et moi, ce qui me choque, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le coton africain, c'est que nous ne transformons que 3% du coton africain. Et donc, nous importons 97% de notre consommation d'habits, de draps. Et donc, on va utiliser le textile chinois pour nous habiller, alors même que nous avons des millions de tonnes de coton que nous produisons chaque année. Donc vous voyez, ce que cette crise nous donne comme opportunité, c'est de dire réveillons-nous, réveillons-nous. Et je pense que 98% de la responsabilité, elle est à notre niveau, au niveau des élites africaines qui n'assurent absolument pas leur mission historique qui consiste à mettre sur un plan de prospérité partagée l'ensemble des populations. C'est ça. Ce qui me gêne autour du discours sur l'abandon ou le moratoire de la dette, c'est qu'on va abandonner de la dette dans des pays où il y a de la mauvaise gouvernance. Et nous sommes déjà sûrs que dans 20 ans, on aura le même débat. Parce que tant que vous n'avez pas de dirigeants qui ont le sens de l'intérêt général, à quoi sert d'abandonner les dettes? Les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, vous voyez, il y a d'un côté l'effort que nous devons faire en matière de crédibilité de la gouvernance africaine et de l'autre côté, ce que j'appelle le test de sincérité, notamment vis-à-vis de la France et des autres bailleurs par rapport à ce qu'ils veulent exactement. Sinon, ça va être des cautères sur des jambes de bois. Merci beaucoup. Donc, c'est là que bon, c'est la matière d'un autre débat et on voit que tout se tient. Mais évidemment, on n'a pas tellement le temps maintenant sur cette table. Il nous reste 2-3 minutes. Donc, je me tourne vers Virginie Troy qui va donc pouvoir clôturer ce débat en répondant à la question de Fatima, 46 ans, qui habite à Rabat, au Maroc, et qui vous pose cette question. Pourquoi ne pas tripler tout de suite les aides humanitaires à l'Afrique? Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors voilà, il faut comprendre les flux de financement. Alors soit effectivement, il y a les agences multilatérales, les agences enfin les organismes multilatéraux qui soient régionaux d'ailleurs, hein, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU. On voit bien comment aussi les États peuvent faire pression avec leur financement sur certaines agences. Hein. L'OMS doit vraiment s'emparer de ce sujet-là. C'est une agence qui a besoin de fonds et de soutien. Au niveau des ONG, c'est vrai que les financements viennent de partout. Ça vient autant
des financements institutionnels, c'est la générosité du public. Certaines ONG sont pratiquement financées qu'avec la générosité du public, le secteur privé, mais aussi il y a des nouveaux modèles, c'est pour dire aussi à Fatima qui nous pose des questions, il y a surtout des ONG en Afrique, au Liban, au Bangladesh, qui finalement s'organisent pour pas dépenser d'une sorte de générosité ou d'une perspective caritative, qui créent des filières économiques aussi pour nourrir quelque part leur action humanitaire. Donc c'est aussi observer ces modèles de comment on peut fonctionner autrement. Je pense que c'est important aussi quand on parle de co-construction de bien la remettre à tous les niveaux. Niveau du bénéficiaire, c'est juste, on ne peut pas penser autrement, au niveau des programmes, mais aussi au niveau des normes internationales, au niveau des politiques. Et en fait, cette co-construction doit s'établir à tous les niveaux. Si aujourd'hui, on a un mouvement en marge de localisation, ça veut dire que la redistribution n'est pas aussi assurée. Donc, ce n'est pas seulement les montants d'aide, c'est la manière dont ils sont distribués et à qui. Travailler sur les évaluations de ces montants, bien sûr, puisque autant on peut avoir des évaluations très court terme, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup 2, 3 ans, 5 ans après, il y a beaucoup de projets qui ne marchent pas et qu'il faut aussi peut-être repenser l'évaluation des projets d'aide au développement et d'aide humanitaire de manière générale. Et puis enfin, pour finir, je dirais, en revenant à la définition de la coopération internationale, si on peut le prendre comme une collaboration entre des acteurs internationaux dont l'idée c'est de participer à une cause commune, c'est vraiment au-delà des montants d'élargir le débat et de revenir à une aide qui est plus éthique. L'éthique, c'est replacer au centre la personne qui est concernée, c'est la justice, c'est bien penser aussi à la non-malfaisance, aux effets pervers, à la bienfaisance. Et je pense que si on en revient à une aide éthique, qu'on discute ensemble avec une concertation beaucoup plus ouverte, avec la participation de toutes les couches de la société, que ce soit les chercheurs, les médias, les étudiants, les jeunes, le secteur privé, le public, je pense qu'on devrait pouvoir avancer et j'espère rester optimiste en dépit du contexte. Virginie Troy, merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je tiens à remercier chaleureusement nos 3 intervenants. Merci à vous 3 de nous avoir prêté vos lumières sur cette question. Je précise à l'attention des internautes qui nous écoutent que la journée continue. Donc, cet après-midi, 2 autres tables rondes. Donc, vous avez rendez-vous à partir de 14h pour la 2e table ronde consacrée à l'épidémie de Covid-19, une aubaine pour réformer les systèmes de santé. Et puis, cette journée se terminera par une 3e table ronde à 17h précise, pendant 1h15 également. Et là, le sujet sera en développement, elles aussi, les sociétés civiles ont leur mot à dire. Voilà, donc merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous souhaite un bon appétit et donc une bonne après-midi de débat. Encore un grand merci à nos 3 intervenants et à tous les partenaires de cette opération. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, au revoir.